Lors de ces récents événements, l'application Snapchat avait notamment permis à un nombre faramineux de jeunes citoyens à exprimer leur mécontentement quant à ceux qu'ils désignaient comme des abus de pouvoir commis par les forces de l'ordre. Cette plateforme a alors constitué un vecteur essentiel de lutte et de communication entre un grand nombre d'individus. En plus d'avoir constitué un outil de mobilisation, Snapchat a, par le biais de ces événements, permis à des jeunes de se sentir connectés avec des personnes partageant des mêmes valeurs et appartenant à une même communauté qui leur paraissait alors très proche. Ainsi, ils ont pu suivre en temps réel des mouvements sociaux de grande envergure, comme celui s'étant déroulé lors des émeutes de juin 2023. En ce sens, ils ont pu disposer d'une plateforme pour affirmer leur identité et sensibiliser aux questions sociales et politiques, soit en s'impliquant directement, soit en faisant une certaine forme d'activisme en ligne. À ce même titre, Snapchat a été employé en tant qu'espace public virtuel en permettant une rencontre plus facile des opposants. La mise en réseaux socio-numériques a permis une meilleure coordination du mouvement. La plateforme a également servi d'outil de promotion du mouvement, pouvant être qualifié de désorganisé. Mais Jimmy, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cela? Effectivement, ce mouvement caractéristique des mouvements dits Internet, avec un grand nombre d'exemples, notamment lors des printemps arabes et notamment en Tunisie où ça avait particulièrement bien fonctionné, à savoir un mouvement sans programme ou sans projet, avec une mobilisation éclair et spectaculaire et sans insertion dans la durée, semble être organisé par des individus aux identités à mi-chemin entre identité agissante, identité narrative et identité civile. Et certes, l'utilisation récurrente d'un surnom sur Snapchat, réseau relativement privé, puisque on ne s'affiche pas aussi facilement qu'on ne pourrait sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou disons LinkedIn, fait référence à une identité narrative. Tandis que l'affichage des engagements sociaux se réfère à l'identité agissante. Cependant, c'est la dernière identité, l'identité civile, qui fera l'objet de notre attention toute particulière. Car, comme nous le soulignons, les réseaux sociaux servent régulièrement de canal de communication privé, afin de ne pas se faire repérer par des outils de répression, légitimes ou non, mais cela n'est pas notre sujet. Néanmoins, en prenant pour référence nos expériences personnelles, nous nous sommes rendus compte que les émeutiers ne prenaient souvent pas le soin de masquer complètement leur identité civile, à savoir leur visage ou même leur localisation exacte. Il sera ainsi pertinent de se pencher sur cette notion afin de savoir si elle constitue une simple négligence ou à l'inverse, un désir de reconnaissance. Et nous le verrons notamment lors de notre entretien avec un émeutier qui répondra à nos questions. Et nous savons en effet qu'en ligne, le plus souvent, l'individu doit prendre existence, selon les termes de Fanny Georges, auprès des autres pour réellement être visible par eux et se forger une identité qui sera reconnue par ses pairs. C'est pourquoi nous avons réalisé un entretien totalement inédit, comme je le rappelais, après des heures de négociations. As-tu partagé du contenu sur les réseaux sociaux lors des émeutes? Ouais, en vrai, pas mal, ouais. Sur quel réseau social précisément? Sur Snap et beaucoup dans les stories privées. À quoi ressemblaient ces contenus? On était ensemble et c'était des dégradations de lieux publics, notamment du commissariat dans notre cas, et je sais pas, des pillages dans les magasins, des trucs comme ça. De quel type étaient ces vidéos que tu diffusais? Bah, je pense pas en soi qu'elles étaient très violentes. Je pense surtout. Enfin, ouais, il y avait de la violence, tu vois, normal. Mais en soi, pour nous, c'était plus drôle qu'autre chose. On était entre nous et on rigolait, on faisait des blagues, des trucs comme ça. Même quand il y en a qui volaient, tu vois, genre parfois ça faisait des courses pour la daronne, des trucs comme ça. Et en soi, c'est plus drôle que de la violence en soi. On a souvent vu lors de ces émeutes des visages à découvert qui étaient diffusés. Pourquoi penses-tu que cela a été? Je vais pas te mentir, ceux qui découvraient leur visage et qui ensuite prenaient des stories Snap ou qui étaient sur les stories des autres gens ou qui juste faisaient péter par les caméras de police, en soi ils sont juste cons et aujourd'hui ils le regrettent. Crois-moi, ils le regrettent parce qu'il y en a certains, ils sont encore en panique à l'heure actuelle et
police elle a retrouvé les vidéos. Et en ce moment, vraiment, c'est la panique un peu pour certains. Est-ce que les stories qui étaient diffusées, elles se ressemblaient? Est-ce qu'il y avait des mêmes éléments qui revenaient? Bah, entre nous, bah, ça dépend. Quand on cassait, on cassait. Quand on pliait, c'était un peu différent. Je trouve que c'était plus drôle qu'autre chose. Mais franchement, les stories en soi, si je dois être objectif, elles étaient toutes du même type. Et parce que les villes d'à côté, bah, quand on regarde, elles faisaient un peu la même chose. Donc, même si c'était sur les stories privées, on avait quelques liens avec les villes d'à côté. Et en soi, bah, c'était toute la même chose. Hein. Et je pense, même dans d'autres quartiers de France, d'autres quartiers d'Île-de-France, bah, c'était pareil que nous. Par cet entretien, nous comprenons que les contenus liés aux émeutes ont été relayés et partagés de façon très rapide et surtout très massive. Le caractère privé lié à ces stories sur Snapchat diffusées est assez paradoxal puisque ce sont la plupart du temps des vidéos qui ont été repartagées pour toucher un maximum de personnes. La plupart du temps, les vidéos diffusées par ces personnes, le plus souvent assez jeunes, avaient un caractère assez violent, avec des images comportant des dégradations de lieux publics comme des commissariats ou des magasins pillés ou autres matériels dégradés. En outre, leur but était d'amuser leurs followers puisqu'il s'agissait de situations plutôt insolites. Contrairement à nos idées reçues sur le fait que les utilisateurs de Snapchat ayant partagé du contenu lié aux émeutes les faits à visage découvert pour un désir de reconnaissance, les témoignages recensés nous ont confortés dans le fait qu'il s'agissait plutôt, dans la plupart des cas, d'un simple manque de maturité et que ceux qui l'auraient fait le regrettaient encore aujourd'hui. Enfin, il y avait un certain mimétisme présent sur les stories, comme nous l'a rappelé notre interviewé. Les émeutiers mettaient simplement en évidence leur ville par le truchement de filtres Snapchat, comme un sentiment d'appartenance, mais rien ne les différenciait vraiment des autres communes, ni dans la forme, ni dans le fond.